2 Boeing 747. 583 personnes. Le pire accident aérien de tous les temps. C'était un cauchemar des plus terribles. Si je foire, je peux perdre ma licence. Un pilote est vite montré du doigt. Attendez pour décollage, je vous appellerai. Pourquoi il n'en a pas tenu compte? Mais au fur et à mesure de l'enquête, Niveau 9-0, tournez à droite. Oula, c'était quoi ça? les mystères s'accumulent autour de la catastrophe de Tenerife. Pourquoi n'ont-ils pas pris la bonne sortie? C'était l'élite des pilotes. Comment on en est arrivé là? Sunjet 282, remontez piste et maintenez. Sur l'île de Tenerife, l'aéroport de Los Rodeos arrive à saturation. BA 783, maintenez avant le point d'arrêt et attendez consigne roulage. Les contrôleurs sont débordés. Scandinavian 1402, autorisé décollage. Sterling 7392, vous êtes les prochains. Sierra Alpha Tango Alpha 69, virage à droite, cap 040. Au revoir. Quelques heures plus tôt, des dizaines de vols ont été déroutés ici, après qu'un attentat à la bombe a contraint à la fermeture de l'aéroport de Las Palmas. Los Rodeos ne comprend qu'une seule piste, avec en parallèle une seule voie de circulation. Les contrôleurs devaient faire face à un trafic énorme en raison des actions terroristes dans l'archipel. Sterling 7392, roulez jusqu'à la piste et sortez au taxiway Charlie 3. Ils géraient des appareils qui avaient accumulé énormément de retard. Et ils devaient travailler dans l'urgence pour les faire redécoller en toute sécurité. La voie de circulation est encombrée. Les aiguilleurs demandent donc au vol en partance de remonter l'unique piste pour aller se mettre en position de décollage. Le vol 1736 de la Paname est en attente pour rejoindre Las Palmas. Ça ne devrait plus tarder. J'espère. J'ai hâte d'être à la plage. Robert Bragg, 39 ans, est le copilote. Il était prévu qu'on reste une journée à Las Palmas pour ensuite aller à Paris. Et après un jour de repos, rentrer à New York. C'était censé être un chouette voyage. Victor Grubbs est le commandant de bord. L'officier mécanicien navigant George Warms vient compléter ce trio très expérimenté. En plus d'être une compagnie pionnière, la Pan American World Airways était un modèle admiré de tous. À l'époque, n'importe quel pilote aspirait un jour à travailler pour la Paname. Pendant des décennies, ça a été la crème de l'aéronautique. L'équipage est prêt à prendre les airs, mais un 747 de la KLM fait le plein et bloque l'accès à la piste. À 3,50 m près, on aurait pu les contourner. Vu qu'on utilisait la même fréquence radio, je leur ai demandé combien de temps ça allait leur prendre. Ils m'ont répondu 45 minutes environ. Vous voulez partir, mais vous vous retrouvez bloqué par un ravitaillement. Et c'est la frustration qui s'accumule. Ce sont de petites tracasseries, mais qui finissent par peser énormément, surtout si la journée a été longue. Pas même un sandwich? Pour les 378 passagers, le voyage n'en finit plus. Parti de Los Angeles, l'avion a fait escale à New York et le voilà maintenant à Tenerife. Ça faisait 12-13 heures qu'ils étaient à bord. Ils étaient fatigués. Ils n'ont aucune idée du délai d'attente. On a finalement appris que l'avion de la KLM avait terminé son plein. Tenerife, KLM 4805, le plein est fait. Demandons autorisation mise en route.
L'appareil néerlandais est enfin prêt à partir. Les 2 Boeing 747 seront bientôt dans les airs. Clipper 1736, demandons autorisation mise en route. J'ai dit, c'est bon, nous aussi, on est prêt à y aller. Clipper 1736, autorisation mise en route. Bien. Checklist avant mise en route. Mesdames et messieurs, c'est votre copilote qui vous parle. Bonne nouvelle, on va enfin pouvoir y aller. On devrait décoller d'ici 15 petites minutes. Les Canaries sont situées au large de la côte ouest de l'Afrique. Tenerife est l'une des 7 îles que compte l'archipel espagnol. C'est une île montagneuse, connue pour son climat changeant. Je vois rien du tout. Une nappe de brouillard s'est levée et la visibilité était quasiment nulle. Clipper 1736, autorisé roulage sur la piste derrière le 747 de la KLM. Clipper 1736. Pour gagner du temps, les 2 appareils ont été autorisés à rouler sur la piste en même temps, l'un à la suite de l'autre, pour aller se mettre en position de décollage. Le contrôleur nous a dit de remonter la piste à la suite du KLM et de prendre un des taxiways pour rejoindre le bout de la piste derrière le KLM. C'était ce qu'on faisait. Le vol pour rejoindre Las Palmas ne devrait ensuite durer que 25 minutes. KLM 4805, combien de taxiways avez-vous passé? Je crois qu'on vient de passer Charlie 4 à l'instant. Ok. Le 747 de la KLM sera le prochain avion à décoller. En bout de piste, tournez à 180. Et rappelez, prêt pour autorisation de la tour. Après ces 2-là, on a fini. Le copilote Bragg ne connaît pas bien l'aéroport. Il vérifie sur le schéma des pistes pour trouver la bonne sortie. C'est celle-ci qu'il faut prendre. Elle est en ligne droite et nous conduira sur le taxiway. Pendant le roulage, ils entendent les consignes données à l'équipage néerlandais. Autorisé balise papa. Montez et maintenez niveau 9-0. Tournez à droite après décollage. Bien reçu, autorisé balise papa, niveau 9-0. Tournez à droite, on est au décollage. Ok, attendez pour décollage, je vous appellerai. On remonte encore la piste. Clipper 1736. Papa Alpha 1736. Rappelez piste dégagée. Ok, on rappellera piste dégagée. Merci. Dans quelques mètres, l'avion de la Paname va emprunter la sortie indiquée. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Le copilote Bragg aperçoit un avion à travers le brouillard. On dirait qu'il avance. J'ai levé les yeux et je l'ai vu arriver. On voyait clairement qu'il avançait parce que ses phares d'atterrissage vacillaient. Regardez, ce con a démarré. Lui aussi l'a vu. Dégagez! Dégagez! Le commandant Grubbs tente de s'écarter pour éviter le 747 de la KLM, qui fonce droit sur son avion à 320 km/h. Il avait décollé. Je voyais le feu anti-collision sur son ventre. Dégagez, dégagez, dégagez! Dégagez! Je me suis baissé et j'ai fait une prière très rapide. Pourvu qu'il ne touche pas.
À Tenerife, l'inimaginable vient de se produire. 2 Boeing 747 sont entrés en collision sur la piste. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu qu'il n'y avait plus de pare-brise. Et on aurait dit que toute la partie supérieure de l'appareil avait été arrachée. Faut sortir. Allez! Je me suis dit qu'il fallait sortir. Le tarmac est à plus de 13 mètres en contrebas. J'ai sauté par le côté sans réfléchir. J'ai fait un roulé-boulé en tombant. Je me suis examiné et j'ai vu que je n'étais pas blessé. Dans la cabine fracassée, certains passagers sont encore en vie. Ils cherchent à tout prix à évacuer. La carlingue était en feu. Les flammes devaient faire dans les 60 mètres. Une brèche dans le fuselage fait office de sortie de secours. Mais il n'y a aucun toboggan. Sauter pourrait s'avérer mortel. Mais au vu du brasier, c'est la seule issue possible. Va falloir sauter! Je m'attendais à ce que l'avion explose. Je criais aux passagers de sauter et ils m'ont écouté. On compte à peine 61 rescapés du vol de la Paname, dont les pilotes et le mécanicien. Les 335 autres personnes trouvent la mort. Dans l'avion de la KLM, il n'y a aucun survivant parmi les 248 occupants. Au total, le bilan est très lourd. Avec 583 victimes, c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière de tous les temps. « 583 personnes ont péri, et seulement une poignée de rescapés du vol de la Paname. Quand on s'est mis à construire des gros porteurs, on ne s'imaginait pas une seconde ce qui se passerait si 2 d'entre eux venaient à se percuter au sol. C'était un cauchemar des plus terribles. Le lendemain matin, les enquêteurs espagnols, néerlandais et américains arrivent sur les lieux. À cette époque, on avait très peu de recul face à une catastrophe impliquant un 747. Donc du point de vue de l'enquête, c'était pratiquement du jamais vu. Le Paname évacuait la piste. Le KLM était en plein décollage. Quelqu'un a foiré un truc. La tâche est titanesque. Il faut reconstituer la chaîne des événements ayant conduit à la collision. La recherche des boîtes noires est immédiatement lancée. Les enregistreurs permettront peut-être d'éclaircir certains points. Retrouver les enregistreurs phoniques était capital. Il fallait comprendre ce qui avait pu conduire 2 avions en parfait état à se rentrer dedans sur une piste. L'aéroport était saturé. Les contrôleurs devaient faire décoller près de 50 avions en quelques heures. Les enquêteurs savent que Los Rodeos n'est pas équipé de radar sol. Dans les aéroports très fréquentés, il y a très souvent un radar sol. Quand il n'y en a pas, le stress est beaucoup plus prégnant dans la tour de contrôle. Le petit aéroport faisait face à un trafic plus accru qu'à l'accoutumée. Y avait-il un trop-plein à gérer pour les contrôleurs? Ont-ils commis une erreur fatale? Une visite à la tour s'impose. On n'avait jamais eu autant de trafic. Alors en fait, les avions étaient stationnés ici et là. L'un après l'autre, ils devaient remonter la piste pour aller au décollage. Les contrôleurs avaient été contraints de faire stationner les avions sur l'unique voie de circulation.
Le problème, c'est que quand on s'écarte des procédures standards, immanquablement, on accroît les risques. J'ai dit au pilote de la KLM d'aller en bout de piste, de faire demi-tour et d'attendre l'autorisation de décollage. En bout de piste, tournez à 180 et rappelez prêt pour autorisation de la tour. Quelques minutes plus tard, il m'a confirmé être en position. Ici. KLM prêt au décollage. Attendons autorisation de la tour. Une fois que l'avion est en position en bout de piste, ça correspond à notre « alignez-vous et attendez » d'aujourd'hui. Les pilotes attendent la clairance de décollage, ce qui signifie que la piste aura été dégagée. J'ai ensuite demandé à l'avion de la Paname de remonter la piste derrière le KLM. Papa Alpha 1736. Rappelez piste dégagée. Ok, on rappellera piste dégagée. Alors oui, le trafic était dense, mais on gérait. On a fait notre boulot correctement. Les enquêteurs acquièrent la certitude que le trafic important n'est pas le seul facteur en cause. Les contrôleurs avaient beaucoup de travail, sans pour autant être dépassés par les événements. D'autres éléments ont dû peser dans la balance. C'était quoi ça? On sait depuis très longtemps qu'il n'y a jamais qu'une seule et unique cause derrière un accident aérien. Et dans ce cas précis, c'était très complexe. Je ne voyais pas ce qui se passait. Un brouillard épais s'était levé. La visibilité était quasi nulle. Cet aéroport a la particularité d'être situé en altitude, ce qui entraîne l'apparition de nuages sur la piste. KLM 4805. Combien de taxiways avez-vous passé? Depuis la tour, les aiguilleurs du ciel ne voyaient pas les appareils, que ce soit sur la voie de circulation ou sur la piste. Ils ne pouvaient se baser que sur les communications radio des pilotes, qui disaient être ou non sortis de la piste. Si le contrôleur était dans l'incapacité de voir les avions à cause du brouillard, ses instructions devaient alors être limpides. Les enquêteurs récupèrent les enregistrements de la tour de contrôle afin d'y voir plus clair. Toute l'enquête reposait là-dessus. À quel endroit de la piste se situaient les deux appareils? Quels ont été les échanges radio lors du roulage? Dégagez! Dégagez! La pire des catastrophes aériennes fait la une des journaux du monde entier. La pression sur les enquêteurs n'est pas près de retomber. On avait conscience de l'immensité de la tâche qui nous incombait. Bien. Commençons par le KLM qui arrive en bout de piste, à 5:02. Les enquêteurs cherchent à déterminer si le contrôleur espagnol a dit quelque chose au pilote des deux appareils qui auraient pu conduire à la collision. KLM 4805. Combien de taxiways avez-vous passé? Ils écoutent les enregistrements de la tour. Je crois qu'on vient de passer Charlie 4 à l'instant. Donc, ils viennent de passer Charlie 4. Le commandant Jacob Van Zanten et son copilote Klaas Meurs remontent la piste sous un brouillard épais. Quand l'aéroport de Las Palmas a rouvert et que tout le monde était prêt à partir, la visibilité était tombée à 700 mètres environ. C'était le strict minimum. En bout de piste, tournez à 180 et rappelez prêt pour autorisation de la tour. Donc, le contrôleur a demandé au KLM d'aller en bout de piste, de faire demi-tour et d'attendre. Qu'est-ce qu'il a dit à la Paname? Clipper 1736, sortez par le taxiway, le 13e, à votre gauche. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Sortez de la piste par le 3e taxiway sur votre gauche. Ok, remontons la piste et quittons la piste à la première intersection sur la gauche. C'est bien ça? Négatif. La 3e. La 3e.
Quand on cherche à vérifier la clarté des instructions données par le contrôle aérien, on se retrouve face à un problème linguistique. On avait deux Espagnols, dont la langue maternelle est l'espagnol, qui essayaient de parler l'anglais aéronautique avec un équipage américain d'un côté et néerlandais de l'autre. Il est au beau milieu d'une piste et il ne comprend pas s'il doit sortir ici, ici ou même là. La confusion régnait quant à savoir quelle sortie emprunter. Et c'est sans doute imputable en partie aux différents accents. Je vais lui redemander. Vous confirmez que Clipper 1736 doit prendre à gauche à la 3e intersection? Le contrôleur doit se répéter encore une fois pour finalement être bien compris. La 3e, monsieur. 1, 2, 3. La 3e. L'accent espagnol du contrôleur est un facteur aggravant qui vient s'ajouter au fait que les pilotes connaissent mal l'aéroport. Un aéroport qui plus est saturé ce jour-là. Mais pour les enquêteurs, ça ne suffit pas à expliquer l'accident. 1, 2, 3. C'est ici qu'ils devaient sortir et ils l'avaient bien compris. Pourtant, ils sont allés plus loin. Pourquoi n'ont-ils pas pris la bonne sortie? L'avion de la Paname a dépassé la 3e sortie. Pourquoi est-il resté sur la piste? Les enquêteurs se penchent alors sur le virage que devait effectuer le pilote. La découverte est surprenante. On a un virage à 148 degrés ici. Et un autre à ce niveau-là. Emprunter la 3e sortie exigeait une manœuvre délicate. Les deux virages faisaient moins de 90 degrés. C'est pratiquement impossible. Le 747 est un monstre. Un virage ne se fait pas en claquant des doigts. Un équipage expérimenté rechignera toujours à prendre un virage qui ne lui paraît pas logique. Et c'est bien ce qui s'est passé dans ce cas précis. Bon, la collision s'est produite ici. Le Paname avait dépassé Charlie 3 et se dirigeait vers Charlie 4. Plutôt que de prendre une sortie au virage très serré, l'équipage américain s'est dirigé vers la 4e sortie. Elle était plus loin, mais avec des virages bien plus simples à effectuer. Charlie 4 est la seule sortie à former un angle de 45 degrés avec la piste. Charlie 3 n'était pas adéquate pour nous. Je comprends parfaitement pourquoi ils ont estimé que Charlie 4 était la sortie la plus appropriée. En raison du brouillard, alors qu'il attend les instructions de la tour, l'équipage néerlandais ne voit pas que l'avion de la Paname a dépassé la sortie C3 et continue de remonter la piste. KLM prêt au décollage. Attendons autorisation de la tour. La première clairance qu'ils demandaient, c'était une clairance de route. Celle qui indique au pilote comment aller de l'aéroport de départ, Tenerife, à celui d'arrivée, dans ce cas Las Palmas. D'après les enregistrements de la tour, l'équipage néerlandais connaissait bien la procédure et la suivait à la lettre. Autorisé vers balise Papa. Montez et maintenez niveau 9-0. Tournez à droite après le décollage. Ça m'a l'air bien. Bien reçu, autorisé balise Papa, niveau 9-0. Tournez à droite, on est au décollage. Ok. Attendez pour décollage, je vous appellerai. Le collationnement permet de vérifier que les pilotes font bien ce que leur a dit le contrôleur. Il vient de dire à la tour qu'il est en position de décollage. Mais il doit attendre la clairance. Donc pourquoi se met-il à rouler? Les enquêteurs sont perplexes. Il n'y a rien dans les enregistrements de la tour qui vient expliquer pourquoi l'équipage s'était lancé sans avoir reçu l'autorisation de décollage. Après avoir digéré l'horreur de la chose, on se demande comment on en est arrivé là. La réponse est peut-être à portée de main. Sur les lieux de l'accident, les boîtes noires viennent d'être récupérées. Les enregistreurs phoniques étaient essentiels.
Ils allaient pouvoir nous éclairer sur ce qui se passait dans les deux cockpits. Les enquêteurs espèrent que ces nouvelles preuves permettront enfin de comprendre ce qui a provoqué la pire catastrophe aérienne que le monde ait connue. On a l'enregistreur phonique. L'enquête se poursuit à Washington, dans les bureaux du NTSB, l'équivalent du BEA. Dennis Grossi a méticuleusement associé les enregistrements phoniques avec les mouvements connus des deux Boeing. Écoutons celui de la Pan Am. Dans cette affaire, les fractions de seconde étaient primordiales. Il fallait tout synchroniser parfaitement pour savoir qui parlait, quand il parlait, et calculer les temps de parole. Oui, celle-ci est à 45. C'est celle-là, ici. La prochaine est presque à 45. Elle est en ligne droite et nous conduira sur le taxiway. L'enregistreur phonique du vol de la Pan Am confirme que les pilotes avaient du mal à trouver la bonne sortie. Ils dépassent ces trois et personne ne les voit. L'équipage néerlandais pensait-il que les Américains avaient déjà dégagé la piste? Continue. D'après l'enregistrement, il semblerait que non. On est au décollage. On remonte encore la piste. Clipper 1736. Les deux équipages utilisaient la même fréquence radio. Les Néerlandais auraient donc dû entendre les Américains indiquer leur position. C'est pour ça que j'ai dit, on remonte encore la piste, on rappellera quand on l'aura quitté. Papa Alpha 1736. Rappelez piste dégagée. Ok, on rappellera piste dégagée. Merci. Les choses sont limpides pour tout le monde. Ils sont encore sur la piste. Et pourtant, le KLM amorce son décollage. Le commandant Van Zanten est un pilote expérimenté, avec plus de 11 000 heures de vol. Qu'est-ce qui l'a conduit à penser que la piste était dégagée et qu'il avait l'autorisation de décoller? Pour ces hommes, commettre une telle erreur n'était même pas envisageable. C'était l'élite des pilotes, les meilleurs des meilleurs. Il atterrit après 13h30. Les enquêteurs passent à l'enregistreur phonique du 747 de la KLM. Ils recherchent ce qui pourrait expliquer la décision incompréhensible du pilote d'entamer son décollage. On a atterri à 13h38. Je sais, mais il faut compter à partir de 7h quand on a embauché. On essaie de reconstituer l'ambiance dans le cockpit. Pourquoi telle décision a été prise? Pourquoi telle chose a été dite? La limite, c'est 10 heures de vol avec une amplitude de 13 quand on fait une escale. Le commandant semble s'inquiéter de son temps de travail. Si l'équipage dépasse la limite autorisée, le vol devra être annulé. La conséquence, c'est 30 ou 40 000 $ en frais d'hôtel à payer aux passagers bloqués. C'est un cauchemar logistique, surtout à l'étranger. Depuis peu, les autorités néerlandaises avaient également révisé les règles sur le temps de vol des équipages. Un pilote pouvait désormais se voir retirer sa licence s'il dépassait le nombre d'heures légales. Parti d'Amsterdam à 9 h ce matin-là, l'équipage doit conduire ses passagers à Las Palmas, où il en récupérera d'autres à ramener à Amsterdam, le tout sans dépasser son quota d'heures. Si je foire, je peux perdre ma licence. Ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Si on doit attendre, autant faire le plein. Tenerife, KLM 4805. Demandons ravitaillement. Inquiet sur un possible dépassement d'heures, le commandant décide donc de faire le plein à Tenerife. Il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour assurer ses rotations dans les limites légales. Mais l'aéroport de Las Palmas rouvre peu de temps après. À tous les pilotes, Las Palmas a rouvert. Demandez autorisation mise en route à votre convenance. Le voilà pris à son propre piège. Le ravitaillement est plus long que prévu
et il est contraint d'attendre qu'il soit terminé. Quand Las Palmas rouvre, il est en plein ravitaillement, alors qu'il pourrait déjà se mettre en route. Ici Clipper 1736, demandons autorisation mise en route. La décision du pilote néerlandais a une incidence sur le vol de la Paname. Le KLM a demandé un ravitaillement et apparemment, vous ne pouvez pas le contourner. Le Boeing de la Paname n'avait pas assez d'espace au niveau des ailes. Manquait plus que ça. Bien reçu, Tenerife, Clipper 1736. Le commandant de la Paname ne peut que ronger son frein. À cause du retard entraîné par le ravitaillement, l'équipage néerlandais n'a plus que 2 heures avant d'excéder son quota. 30 minutes pour le roulage, puis 30 minutes de vol, puis 1 heure pour débarquer et embarquer. C'est serré. Et pour couronner le tout, le temps se gâte. KLM 4805, autorisation roulage jusqu'à la piste. Les enquêteurs en viennent alors à se demander si ce n'est pas la précipitation qui aurait conduit les Néerlandais à brûler les étapes. Il roule jusqu'au bout de la piste et fait demi-tour. Ça, on le sait grâce aux bandes de la tour. Lance la suite. Phare d'atterrissage allumé, checklist terminée. D'autres éléments viennent prouver que le commandant du vol 4805 de la KLM était pressé. Il monte en régime? Attendez, on n'a pas eu l'autorisation. Non, je le sais bien. Demandez-la. Le facteur temps a pesé dans la prise de décision du commandant Van Zanten. Une fois en bout de piste, il ne voulait pas perdre une seconde. KLM prêt au décollage. Attendons autorisation de la tour. Il a bien demandé la clairance. On est à 1 minute de la collision. Le copilote a demandé l'autorisation du contrôle de circulation aérienne et non pas l'autorisation de décollage qui permettait de lancer ce monstre de 250 tonnes sur la piste. Autorisé balise papa. Montez et maintenez niveau 9-0. Tournez à droite après décollage. La suite de la conversation vient lever bien des mystères soulevés par l'enquête. Ouais. Bien sûr, autorisé balise papa. C'est parti, vérifiez poussé. Niveau 9-0. Tournez à droite. On est au décollage. Ok. Oula! C'était quoi ça? Repasse-le. Le contrôleur donne les instructions à suivre après le décollage. Autorisé balise papa. Montez et maintenez niveau 9-0. Tournez à droite après décollage. Ouais. Mais le commandant réagit comme s'il venait d'être autorisé à décoller. Ils ont reçu une autorisation qui contenait le mot « décollage ». Et pour eux, ça voulait dire que tout était en ordre, alors que c'était loin d'être le cas. Bien reçu, autorisé balise papa. C'est parti, vérifiez poussé. Avant même que son copilote ait fini de collationner les instructions, le commandant pousse la manette des gaz. Niveau 9-0, tournez à droite. On est au décollage. Les enquêteurs comprennent enfin le « on est au décollage » énoncé par le copilote. En fait, il dit qu'ils sont en train de décoller et non pas qu'ils sont prêts à décoller. Malheureusement, ça voulait dire qu'ils amorçaient leur décollage, alors que le contrôleur aérien avait compris qu'ils étaient en position de décollage. Malgré tout, l'échange radio déconcerte toujours autant les enquêteurs. D'après les enregistrements de la tour, l'aiguilleur leur a bien demandé d'attendre. Ok, attendez pour décollage, je vous appellerai. Pourquoi le 747 de la KLM a-t-il ignoré cette instruction pourtant très claire? Fais-moi écouter le Paname à 1706. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit qu'ils étaient encore sur la piste. On remonte encore la piste. Clipper 1736. Stop! Pourquoi il n'en a pas tenu compte? Tout s'éclaire quand les enquêteurs entendent un passage clé sur l'enregistreur phonique du vol KLM. On est au décollage. Ok.
C'est ce qu'il a entendu? C'est une découverte ahurissante. Niveau 9-0, tournez à droite. On est au décollage. Ok. L'équipage néerlandais n'a jamais entendu les deux avertissements. Le contrôle aérien et l'équipage américain ont passé leur appel au même instant. Ok. On remonte encore la piste. Je vous appellerai. Clipper 1736. Les transmissions simultanées produisent 4 secondes d'interférence dans le cockpit de la KLM. On est au décollage. Ok. Attendez pour décollage, je vous appellerai. Clipper 1736. L'équipage n'entend qu'un seul mot. OK. Malheureusement, tout s'est passé pendant la pause du contrôleur après son OK. L'équipage néerlandais n'a pu entendre ni l'aiguilleur du ciel qui lui disait d'attendre, ni les pilotes de la Paname qui indiquaient qu'ils étaient encore sur la piste, parce qu'ils ont parlé en même temps. Et ensuite? Une phrase aurait pourtant dû alerter les Néerlandais. Papa Alpha 1736. Rappelez piste dégagée. L'avion de la Paname était encore sur la piste. Ok, on rappellera piste dégagée. Merci. L'officier mécanicien navigant est le seul à réagir. Il a pas dégagé? Comment ça? Il a pas dégagé le Paname? Mais si. Le commandant de bord ignore la remarque et rate sa dernière chance d'éviter une catastrophe qui coûtera la vie à 583 personnes. Oh merde! Van Zanten n'aurait jamais dû se lancer sans autorisation. On apprend ça dès le premier jour. Ne jamais décoller sans avoir reçu l'autorisation. Les enquêteurs fouillent alors dans la carrière du commandant néerlandais afin de découvrir ce qui pourrait expliquer pourquoi un pilote aguerri a enfreint une règle aussi fondamentale. Ce type était une star? Jacob Van Zanten était un des meilleurs pilotes de la compagnie. Il était le visage de KLM, son directeur de la sécurité des vols, en plus d'être à la tête du département de la formation. Comment quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi apte, d'aussi expérimenté et de ce rang, et directeur de la sécurité qui plus est, a pu commettre une telle erreur? Pour les enquêteurs, le statut d'exception du commandant de bord a bizarrement joué un rôle dans ce désastre aérien. À cette époque, le commandant jouissait d'une aura quasi divine. Sa parole ne pouvait pas être remise en cause. Au vu de l'autorité qu'il possédait, il était peu probable que quelqu'un d'un rang inférieur, dans ce cas le mécanicien navigant ou le copilote, ose le contester. Ok, on rappellera piste dégagée. Merci. Il a pas dégagé? Comment ça? Il a pas dégagé le Paname? Mais si. La conversation qui se tient dans le cockpit semble étayer cette hypothèse. Mais le statut privilégié de Van Zanten n'explique pas l'élément le plus troublant de tous. Qu'est-ce qui, à la base, lui a fait croire qu'il pouvait décoller en toute sécurité? En toute logique, il aurait dû faire comprendre très clairement « Attention, on décolle. Est-ce que la piste est dégagée ?» Les enquêteurs tombent sur un élément des plus étranges dans le carnet de vol du commandant. C'est peut-être la dernière pièce du puzzle. C'était son premier vol depuis 3 mois. Ses heures de vol s'étaient réduites comme peau de chagrin au cours des dernières années. Il passait le plus clair de son temps en simulateur à former d'autres pilotes. C'était un instructeur habitué à la simulation. Le simulateur est un environnement artificiel qu'on essaie de rendre aussi vrai que possible. Très bien. Checklist terminée. On y va. Poussez.
Les simulateurs sont des outils performants qui permettent de recréer de véritables conditions de vol, à un détail près, mais de taille, il n'y a aucun contrôleur aérien. Il avait mis l'accent sur la formation. Et dans un simulateur, on traite les communications avec le contrôle aérien différemment que dans un vrai poste de pilotage. Allez, on y va. Poussez. V1. C'est parti. Poussez au décollage. Rotation. En avant. Poussez au décollage. Poussez. C'est parti. Tout ce temps passé en simulateur l'a desservi. Montez et maintenez niveau 9-0. Tournez à droite après décollage. Bien reçu, autorisé balise papa. C'est parti. Vérifiez pousser. Sa tentative de décollage sans avoir reçu l'autorisation s'explique par son temps passé en simulateur. Il sait d'une certaine façon accorder à lui-même la clairance comme il le faisait en formation. Et les deux appels radio qui auraient dû l'avertir que le Paname était sur la piste se sont annulés mutuellement. Ok. Attendez pour décollage. Je vous appellerai. Clipper 1736. La tragédie aérienne la plus meurtrière de l'histoire est désormais inévitable. On dirait qu'il avance. Regardez. Ce con a démarré. En gros, on avait un commandant de bord qui voulait décoller le plus vite possible. Oh merde! Les conditions météo jouaient contre lui et il allait dépasser son quota d'heure. Et dans une situation comme celle-ci, l'esprit humain a tendance à brûler quelques étapes. Dégagez, dégagez, dégagez! Dégagez, dégagez, dégagez! Tous ces facteurs, imbriqués les uns aux autres, formaient un cocktail mortel. Mais c'est lui qui a allumé la mèche. L'enquête sur la collision de Tenerife a engendré plusieurs dizaines de recommandations. Rares sont les accidents aériens à avoir permis autant de changements significatifs. Cet accident a lancé la formation qu'on appelle aujourd'hui Gestion des ressources d'équipage, ou CRM. En gros, on dit au commandant, t'es un être humain et tu peux commettre des erreurs, même sans le vouloir, et même en étant très qualifié. La KLM et les autres compagnies aériennes ont transformé en profondeur leur façon de former leurs commandants de bord, en les aidant à être plus à l'écoute de leurs collègues. Les individus les plus aguerris et les plus expérimentés ne sont pas à l'abri d'erreurs. C'est en s'appuyant sur les ressources de tout l'équipage qu'on pourra compenser cette faiblesse. Autorisé balise papa. Montez et maintenez niveau 9-0. Tournez à droite après décollage. L'accident aura également modifié considérablement le langage aéronautique. Un contrôleur n'utilisera le terme décollage que lorsqu'il autorisera effectivement l'avion à décoller. Dans tous les autres cas, il dira départ. Comme par exemple, après le départ, tournez à droite, cap 040. Ces 583 personnes ne seront pas mortes en vain. On a tiré les leçons de cette tragédie. La sûreté aérienne a été complètement revue et corrigée.